vous ne devez jamais croire quelqu'un sur parole. Si vous voulez avoir une carrière florissante en immobilier, il est primordial et vous devez toujours vérifier les faits qu'on va vous énoncer. Que ce soit l'agent immobilier, le notaire, votre fiscaliste, votre comptable, peu importe, vérifiez. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. J'espère que vous avez la forme les amis. Comme d'hab, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, qu'est-ce que... je- Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que tu racontes Anthony? C'est quoi de cette intro, etc. Et je vais vous dire tout de suite les amis ce qui se passe. Ne jamais croire quelqu'un sur parole, c'est vraiment primordial. J'ai évité des quenelles pas possibles à croire les gens au début. Où j'étais quelqu'un d'assez naïf, surtout en immobilier quand j'étais débutant. Pour moi, l'agent immobilier avait la bonne parole. Là, je vais vous raconter un peu une anecdote qui m'est arrivée très récemment. Grosso modo, on était sur un bien en question. J'en ai peut-être parlé dans des épisodes précédents, je ne sais plus. Et j'ai bloqué ce bien, entre guillemets. Alors, on va reprendre toute l'anecdote de base. L'agent immobilier duquel je vais parler, c'est la toute première agent avec qui j'ai bossé. Elle m'a donné ma toute première affaire. Et bon, au final, quand je regarde avec mon œil de maintenant, bon, c'est vrai qu'elle m'a mis quelques quenelles, tu vois. Mais bon, ça fait partie du périple et de toute façon, il faut jamais remettre la faute sur les autres. On assume ses choix, on assume ses responsabilités et puis voilà. Donc là, elle m'a recontacté. En fait, on avait trouvé un bien alors, qui était dans une autre agence, mais vu qu'ils n'avaient pas réussi à vendre, les vendeurs ont rebasculé d'agence, etc., etc. Et du coup, j'avais tenté de le négocier, c'était pas passé. Le bien a été signé, puis les gens n'ont pas eu leur prêt, du coup il est revenu sur le marché, et cette dame m'a contacté, et bon, j'étais hyper intéressé, j'ai essayé de négocier de base, j'avais plus vraiment, ce bien était à peu près il y a 6 mois en vente, donc j'avais plus vraiment toutes les données en tête. Donc j'ai rebloqué ce bien pour aller le revisiter, et effectivement quand je l'ai visité, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même pas mal de travaux, et surtout que les travaux ont quand même, enfin maintenant, ça a quand même pris un peu, tu vois. Donc il fallait que je sois sûr. Donc je visite vraiment avec mon artisan parce que là il y a des choses que genre j'ai jamais fait. Par exemple, j'ai un sol qui était tout gondolé. En fait, bon, sans trop rentrer dans les détails, en gros, c'est le sol du bas, c'est un terrain de crosse, grosso modo. Et j'avais peur qu'il y avait des canalisations d'eau qui avaient pété en dessous, etc. Donc il me fallait vraiment un œil d'expert. Et bon, il y a quand même, voilà, au final, le devis de l'artisan, bien salé, très bien salé même. Donc, bah, on se positionne pas. Et puis, je l'annonce à l'agent qui me dit ouais, mais écoutez, monsieur Touchard, c'est pas normal, vous m'avez fait bloquer le bien pendant 3 semaines. Alors, déjà, ça faisait 10 jours. Et en fait, elle me mettait des coups de pression, tu vois. Toutes les semaines, elle me mettait des coups de pression pour me dire oui, alors, bon, j'ai d'autres personnes, qu'en est-il, etc., etc. Oui, les vendeurs s'impatientent. Et les amis, tous les jours. Et tu sais quoi, à un moment, ça m'a saoulé parce que j'ai jamais eu de problème avec. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'énonce les faits directement. Par exemple, quand on a quitté cette visite, j'ai demandé à l'artisan combien de jours il me donnait la réponse. Il m'avait dit grand maximum une semaine. Bah voilà, t'es fixé. Tu sais que dans une semaine, tu auras ta réponse. Et elle, tous les jours. Oui, vous avez des nouvelles, vous avez des nouvelles. Je lui avais pas répondu. Elle m'a rappelé, j'étais occupé, je lui ai pas répondu. Et elle m'a renvoyé un message. Et là, c'était le message de trop. Du coup, j'ai fait quoi? Je lui ai envoyé un message bien salé. Et ça l'a calmé direct. Ça l'a calmé direct. Et puis le lendemain, du coup, j'ai le devis de l'artisan. Et puis, bah, du coup, je lui annonce que bah, je ne me positionnerai pas sur le bien. Puis elle fait son petit caca nerveux, etc. Puis je la remets vite fait en place. Et puis voilà. Deuxième chose, donc il s'avère que bon, on se positionne pas sur ça. Et puis elle me dit, bah écoutez,
Bon, bah, c'est dommage, bon, c'est pas grave, etc. Si vous voulez, j'ai un autre bien en vente. Et elle me dit à peu près le secteur, etc. Et je vois de quel immeuble il s'agit. C'est un immeuble pareil qui est revenu à la vente. Et celui-là, j'ai pas été le visiter. Et c'est vrai que bon, il est un petit peu cher par rapport à ce que je vais proposer. Mais euh, elle m'envoie les photos, donc sans visiter, hein, je fais la prévisite un peu virtuelle, entre guillemets. Elle m'envoie les photos et puis tout de suite, je tilte qu'il n'y a pas de compteur. Enfin, il n'y a qu'un compteur, il y a 4 apparts, il n'y a qu'un compteur. En soi, bon, ça se règle. C'est un souci. De toute façon, si on veut faire de l'argent, on est en immobilier. Si tu veux régler, enfin, si tu veux faire de l'argent en immobilier, euh, les bonnes affaires, en fait, c'est quand tu vas régler un problème. Donc là, il y a un problème de compteur, il y a un petit problème de DPE. Voilà, ça fait deux petits soucis assez simples à régler, mais voilà. Du coup, ça pèse dans la balance de la négociation. Et donc, je lui dis, attends, je vais reprendre, les amis, je vais reprendre le message, parce que sa réponse était terrible. Attendez, hop. Alors, je lui marque, alors, le bien en question, ouais, bon, celui-là, en fait, je savais où il était, donc je lui dis, je vous ai envoyé toutes les informations, etc., etc. Et cetera. Et je fais, bonjour, madame. Écoutez, je viens de consulter le dossier. Il s'avère que soit je me suis mépris, mais je ne compte que un compteur électrique pour les 4 logements. Point d'interrogation. Elle me répond, les amis, 2 compteurs électriques et sous-compteurs autorisés car les logements sont loués meublés. Ouais, ok. Comme quoi qu'il ne faut pas croire ce qu'on vous dit parce que c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Tous les locataires doivent avoir leur propre compteur. Ils doivent être, comment dire, en capacité de choisir leur fournisseur d'électricité. De plus, donc ça se règle, hein, là, il y a 4 logements. Donc après, à voir si. J'espère qu'il n'y aura pas de colonne montante à mettre, mais je vais mettre des guillemets. Mais là, ensuite de ça, elle m'annonce une rentabilité excellente, hein. Sur ça, il y a pas de problème. Et puis quand je vais creuser, en fait, il s'avère que bah, la rentabilité, il y a pas. Elle a pris les charges, elle a pas retiré la taxe foncière, elle n'a pas compté les éventuels travaux qui allait avoir, hein, parce qu'il y a du travaux, pour au moins remettre aux normes au niveau du DPE, remettre aux normes l'électricité, parce que pour moi, je suis désolé, mais c'est illégal de revendre de l'électricité. La personne qui me dit oui, oui, c'est tout à fait légal, bon, qui me sorte le texte de loi, parce que effectivement, il y a une tolérance par rapport au compteur électrique, c'est-à-dire que, en gros, si tu loues avec un forfait de charge et que tu n'y touches pas, effectivement, tu peux t'en sortir. Maintenant, légalement, un compteur, un logement, clair et net. Donc voilà, les amis, il ne faut jamais croire sur parole ce qu'on vous dit. Vous devez toujours vérifier. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Là, c'est l'agent immobilier, mais ça peut être votre comptable. Moi, j'ai changé de comptable tout simplement parce que le mec, il me racontait de la merde. J'en savais beaucoup plus que lui sur le LMNP, sur les amortissements, etc. Et ça craint. Moi, je suis que investisseur, je suis pas comptable, j'ai pas fait les études pour. Normalement, c'est lui qui doit être là pour m'épauler, et pas le contraire. Donc voilà, ça fait une très bonne intro. Je tiens juste à dire aussi, les amis, désolé, mais franchement, il fait hyper chaud. En ce moment, c'est la folie. En plus, moi, je suis plein sud, donc je me tape le soleil plein la gueule toute la journée. Et je sais pas si vous entendez, alors, mais derrière, il y a le ventilo qui crache au max parce que je suis en train de suer dans mon bureau comme un con. Donc j'espère que ça fera pas un bruit dégueulasse au niveau du micro. Bon, à part ça, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ressors, alors pas aujourd'hui, hein, mais je ressors d'un rendez-vous bancaire avec mon banquier historique, si je pourrais dire. Bon, ça se complique un peu, hein.
ça se complique un peu. Bon, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Par contre, on a discuté un peu du futur. Qu'en est-il de, de cette période compliquée pour obtenir des financements? Et bon, il m'a confirmé quand même que on s'en va au devant des quasiment 3% pour fin d'année, qu'ils ont eu des restrictions au niveau du siège. Alors, mon banquier, c'est Caisse d'épargne, qu'ils ont eu certaines restrictions au niveau du siège et effectivement, qui peuvent euh, outrepasser certaines règles, mais vraiment pour une minorité des dossiers, c'est-à-dire que on va clairement taper sur des personnes qui ont des hauts revenus salariés. On a parlé aussi des personnes qui se sont construits comment dire, un patrimoine immobilier avec uniquement de la dette. Je le répète encore une fois, mais c'est vrai que ces dernières années, les amis, c'était vraiment easy pour emprunter, c'était vraiment d'une facilité. Alors ça reviendra, hein, ne vous en faites pas pour ceux qui commencent que maintenant. Et je vous dis ça parce que j'ai rencontré un auditeur il y a pas très longtemps, fin semaine dernière, qui n'a pas commencé et bon, il a quand même quelques difficultés au niveau du financement. Il faut juste pas baisser les bras, les amis. Ça va revenir. Les périodes fastes reviendront. C'est un cycle. C'est comme la bourse, etc. Il y a un cycle. Ça se casse la gueule, ça remonte progressivement. On fait peur, ça va revenir. Ensuite, on va de nouveau booster la croissance, etc. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de mauvaise période. Il faut juste faire avec la période actuelle. C'est sûr que vous aurez commencé en 2018-2019. Bon, c'était l'Eldorado. Mais en tout cas, là, les amis, ne baissez pas les bras, ça reviendra et vous aurez aussi votre tour. N'ayez pas peur. Donc, ouais, on discutait des personnes qui se sont construites un patrimoine avec les emprunts bancaires. Et il me disait que c'était quand même beaucoup plus compliqué parce que, par exemple, il a dû refuser un prêt d'une personne qui a un très très bon reste à vivre, mais 75% d'endettement, c'était vraiment hors norme. Il m'a expliqué qu'effectivement, avec la méthode du différé, la méthode du calcul différentiel, on était très très bon au niveau du scoring bancaire et au niveau du taux d'endettement. Par contre, avec ce nouveau calcul, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué et grosso modo, il m'a un peu sous-entendu, mais il faut arbitrer pour essayer de libérer de la capacité d'endettement pour essayer de relancer derrière une opération, etc. etc. Bon, il y a quand même quelques alternatives. On en a déjà parlé au travers de ce podcast, mais vous avez l'association, il faut être capable aussi d'arbitrer quand il faut arbitrer. Les amis, il y a d'autres leviers pour se faire de l'argent. Vous pouvez avoir la sous-location, peut-être anticiper une période difficile en boostant un peu ses rentabilités, en faisant de la location courte durée, en faisant des locations à thème, etc., etc. Peut-être que si ton bien actuel, c'est une bonne opération, mais voilà, c'est pas la folie, ça s'autofinance et puis bah, ça te met un petit peu de cash flow positif tous les mois, mais pas la folie. Peut-être faire avec ce que tu as à l'heure actuelle, mais voilà, booster, ça va te permettre aussi de mettre un peu plus d'argent de côté pour éventuellement poser en apport pour lever de la dette en plus, etc. etc. Après, il n'y a pas de secret, hein, les amis, on est dans une période un peu plus difficile, apport nécessaire. Maintenant, on est entre guillemets obligé hein, de mettre de l'apport, sinon ton dossier il est même pas étudié, il passe pas en fonction de tes interlocuteurs. Bien sûr, si tu vois, c'est comme tout, hein, les amis. Si tu discutes par exemple avec ton partenaire historique au niveau bancaire, tu as fait X opérations avec lui, tu as vraiment joué la contrepartie, tes comptes, un peu d'argent qui dort chez lui, tu as ouvert des assurances, etc., etc. Effectivement, il sera peut-être plus enclin à continuer cette relation de partenariat gagnant-gagnant.
Maintenant, si tu vas débarquer dans une nouvelle banque et que tu n'as rien à lui proposer derrière, bah effectivement, tu vas pas aller loin. Donc c'est pour ça, les amis, maintenant, pensez global, pensez à vision future, vision long terme, mettez de l'apport. L'apport, c'est pas grave. J'en ai discuté avec un auditeur justement la dernière fois. C'est pas grave de mettre de l'apport, les amis. C'est pas, on va pas te taper dessus parce que tu as mis de l'apport. Dis-toi, dis-toi que déjà de un, entre un dossier, entre deux dossiers similaires, l'un met de l'apport et l'autre ne met pas d'apport. Le dossier qui aura de l'apport sera effectivement beaucoup plus euh, poussé vers l'avant que le dossier sans apport. Ça paraît logique. Ensuite, à dossier similaire, hein, bien sûr, hein. Ensuite, de mettre de l'apport, ça a aussi un autre avantage, c'est que automatiquement, si tu poses de l'apport, tu vas emprunter moins. Et donc, effectivement, c'est de l'argent que tu ne verras plus sur ton compte, mais c'est de l'argent un peu qui est save, qui est mis de côté, mais virtuellement et que tu ne le vois pas. Mais par contre, le jour où tu revends, tu sais que au minimum, tu vas déjà récupérer ton apport. Au minimum. Donc, c'est pas du gâchis de mettre de l'apport. Et si ça peut te pousser. Moi, franchement, il y a beaucoup de monde qui ont dénigré l'apport. Ouais, mettre de l'apport, c'est pas excellent, etc., etc. Effectivement, quand tu débutes, tant que tu peux ne pas mettre d'apport, ne mets pas d'apport, bien sûr. Mais le jour où ça bloque, tu ne vas pas refuser un dossier parce que. Enfin, tu vas pas refuser une opération parce que voilà, t'as pas voulu mettre un peu d'argent. Oui, c'est quelque chose qui me surprendra toujours, ça. On achète de l'immobilier, on n'achète pas une baguette de pain. L'immobilier, on parle en centaines de milliers en fonction de ce que tu achètes, voire des millions pour certains. Et tu ne peux pas. On parle de gros sous. Comment tu veux convaincre quelqu'un de financer ton dossier si tu, tu finances pas toi-même? Enfin, tu veux pas mettre un peu d'argent? Enfin, je comprends pas. C'est compliqué. Et ces gens-là, ceux qui voient mettre de l'apport comme comment dire, comme un échec entre guillemets, vous n'irez pas loin dans l'immobilier. Clairement, vous n'irez pas loin. Moi, ça me dérange pas. Effectivement, au début, je le déconseille. Tant que vous pouvez ne pas mettre d'apport, ne mettez pas d'apport. Mais il faut pas rester rigide sur le fait de ne pas mettre d'apport. Ah non, pas d'apport, pas d'apport. Ah, crédit 110% ou rien. Et les gars, euh, réfléchissez un petit peu. Je suis en train de faire des gestes, mais vous voyez pas. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose dans l'immobilier, il faut prendre ce qu'on vous donne. Vaut mieux faire une affaire, faire un investissement en mettant de l'apport que ne rien faire. Parce qu'effectivement, hein, si tu veux pas mettre d'apport, bah on en reparle dans 10 ans, hein. Dans 10 ans, tu n'as toujours pas acheté, tout simplement. Et vu le contexte actuel, je suis même pas sûr que tu seras propriétaire de ta résidence principale non plus, tu vois. Donc faut faire en connaissance de cause avec les conditions qu'on a à l'heure actuelle. On va retourner vers les 3%, les amis. C'est pas non plus catastrophique. Il y a quelque chose aussi. Alors, effectivement, c'est sûr que ça fait des emprunts un peu plus hauts à rembourser. Mais par contre, pour nous, on s'en fout. Ça fait de la déduction, ça fait de l'amortissement. Tu le retires. Ça sera ça en plus que tu retireras. Et puis voilà. Et si tu fais une bonne opération, c'est pas un taux à 3% qui va te mettre en PLS, hein. Alors effectivement, après, si tu fais une mauvaise opération et que tu étais déjà ric-rac et que tu as poussé les chiffres au maximum pour que ton dossier soit bon, effectivement, un taux à 30%, ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est pas non plus quelque chose de ouf, hein. Les amis, je vous rappelle, il y a quand même, il y a encore quelques années en arrière, les taux étaient à 5, 6, 7%. Et les plus anciens, dont je fais pas partie, les plus anciens investisseurs, ils ont connu des taux qui te donneraient le vertige. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en gros, les amis, si jamais au niveau du financement vous êtes bloqué, peut-être switcher de stratégie, passer peut-être par la sous-location, ça vous demande aucun apport, pas d'argent ou très peu, enfin avec un budget maîtrisé, on va dire, pour faire de la sous-location, pour tirer un peu votre bille, faire un peu d'argent dans cette période. Pensez à essayer de booster
vos locations. Peut-être les personnes qui sont nues, basculer en meublé, en faisant peut-être de la location LCD, de la LCD à thème. Voilà, et puis j'en passe, les amis, il y a tellement moyen de se faire de l'argent dans l'immobilier. Il y a de la demande, hein, il y a de la demande. Il suffit juste de mettre le nez au bon endroit et puis de se faire son petit beurre. Après, sinon, il y a une autre solution pour continuer d'investir, pour continuer d'emprunter auprès de la banque. Ça va être tout simplement l'association. Maintenant, attention, on ne s'associe pas avec n'importe qui, parce que tu peux aller... c'est comme un mariage, hein. Une société, c'est comme un mariage. Tant que ça va bien, bah, tant mieux. Le jour où ça va mal, c'est des assiettes cassées, des pots cassés, et on va se tirer les cheveux, etc. etc. Donc il faut vraiment faire attention, bien structurer ça dès le début. Mais l'association reste quand même quand tu as trouvé le bon partenaire, ça reste le bon associé, pardon, ça reste une très très bonne option. C'est-à-dire que tu trouves quelqu'un avec une relation gagnant-gagnant. Par exemple, je vais te donner mon cas. Euh, Moi, j'ai la connaissance, je sais faire, j'ai toute l'expertise au niveau de l'immobilier et je me suis associé à quelqu'un qui a l'argent. Il n'a pas nécessairement énormément de temps. Il souhaite investir dans l'immobilier, ça fait une relation gagnant-gagnant. Je lui fournis toute mon expertise, il me fournit sa capacité d'endettement pour lever de la dette auprès de la banque. C'est gagnant-gagnant et puis on est pas mal. Après, comme je vous dis, faut juste trouver le bon partenaire, quoi. Parce que ça, c'est pas quelqu'un que tu vas trouver dans la rue et que tu vas dire, hé, tu viens, amigo, immobilier, ça te dit? Allez, viens. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut trouver le bon partenaire. Et comment on fait pour trouver le bon partenaire? J'en ai déjà parlé, mais il faut voilà, rencontrer des gens, participer à des séminaires, participer à des apéros IMO. Vous pouvez trouver des personnes, des investisseurs locaux par chez vous. Il y a énormément de groupes qui sont formés autour de l'immobilier en fonction des villes. Dis-toi que peu importe où tu es en France, je suis sûr et certain que tu trouveras quelqu'un qui fait de l'immobilier aussi et qui aimerait bien discuter. Et peut-être qu'à travers ça, à travers ces apéros IMO, ces séminaires, ces congrès, etc., etc., peut-être que tu trouveras ton futur associé. Il y a énormément d'associations qui sont formées à travers ces événements-là. Donc, c'est pas non plus à négliger. Et en plus de ça, souvent, ça va vous coûter le prix d'un Morito, peut-être 10 balles. Donc, les amis, ça serait gâcher votre chance de ne pas aller participer à ce type d'événement, apéro, séminaire, etc., etc. Vous allez gâcher votre chance tout simplement. Et en plus de ça, ça vous coûte que dalle. Ça vous coûte que dalle. Donc à la fin de cet épisode, les amis, allez sur Facebook et vous allez spotter tous les groupes en fonction de votre région, en fonction de votre ville. Et je suis sûr et certain que vous trouverez votre bonheur. Allez, toujours en rapport avec l'investissement immobilier, les amis, il y a quelque chose qu'il faut ne surtout pas oublier lorsque vous investissez, c'est que peu importe la période, peu importe que l'immobilier soit en plein boom, que l'immobilier soit en déclin, dites-vous que c'est toujours vous le maître de vos investissements. C'est-à-dire que si ton opération est pas ouf et que tu t'entêtes ou parce que tu as voulu croire sur parole quelqu'un et tu achètes, dis-toi que tu seras le seul responsable. Tu seras le seul capitaine au bord de ton bateau qui prend l'eau parce que tu n'as pas été assez sélectif, parce que tu as écouté l'agent, parce que tu as écouté un tel, etc. etc. Dites-vous que si tu fais une mauvaise... L'agent immobilier est là pour vendre, ok? C'est-à-dire que si tu le crois sur parole et que derrière tu achètes parce qu'il te l'a dit, une fois que tu as signé chez le notaire, l'agent immobilier, il s'en balèque, hein. Lui, il aura touché sa com et puis toi, tu seras en galère avec ton bien. Ça me fait penser à un de mes investissements. J'avais acheté avec un locataire déjà en place et selon l'agent, locataire en or qui est là depuis 3-4 ans, a toujours payé en temps et en heure. C'est la Rolls-Royce du locataire. Vraiment, tous les propriétaires aimeraient l'avoir.
J'achète, un mois plus tard, impayé. Et ben voilà. Et ben voilà. Depuis, tu vois, alors faut toujours tirer des leçons de ses erreurs. Et surtout, et je le répète et je le répéterai encore, mais on est le responsable. Il faut arrêter de mettre la faute sur les autres lorsqu'on fait de la merde. J'avais qu'à vérifier avant. Et je l'avais pas fait, j'avais pas demandé d'attestation, etc., etc. Et cetera. Et tout simplement, maintenant, bah, j'ai tiré leçon de mes erreurs passées. Et maintenant, dès qu'il y a un locataire en place, je demande les 3, 4, 5 derniers mois l'extrait de compte. Parce que je veux voir qu'effectivement, tous les locataires ont payé leur loyer en temps et en heure. Et ça m'évitera, ça t'évite plein de merde. Dernièrement, tu vois, pour te dire, dernièrement, ça m'est retombé dessus, on va dire. Parce que sur l'avant-dernier investissement que j'ai fait, c'est pareil, c'était une bonne affaire, donc j'ai acheté avec des locataires. Et sur un des logements, bah, je me suis rendu compte que il n'y avait pas il y avait pas d'état des lieux, tu vois. Et pourtant, tu vois, c'est un truc tout bête, ça, hein, c'est une erreur de débutant. Mais en gros, il n'y avait pas d'état des lieux. Donc là, si le locataire veut, il peut me marave ma gueule quand il se barre, il peut détruire l'appartement. Et puis j'aurai que mes yeux pour pleurer, tu vois. Donc c'est aussi une autre leçon que j'ai apprise. Et c'est pareil, c'est moi le responsable. J'ai pas vérifié les baux, j'ai pas vérifié euh, est-ce que tout le dossier était complet, etc., etc. Enfin, voilà. Donc les amis, il y a quelque chose, voilà, ça c'est à ancrer dans votre tête, mais vous êtes le seul capitaine à bord de votre investissement. Si c'est toi qui achètes parce que tu t'es fait influencer, tu seras le seul responsable. Tu devras assumer, tout simplement. Et peu importe la période, là à l'heure actuelle, on est sur, on sort. Je pense qu'on est sur une sortie de période faste de l'immobilier où tout l'immobilier a monté, etc., etc. Et cetera. Et là, on doit être vraiment, comment dire, on doit être vraiment sélectif par rapport aux investissements qu'on va faire. Vous savez, il y a la problématique des DPE qui arrive. C'est quelque chose, je pense qu'on va pouvoir faire énormément d'affaires. Mais vous devez être, comment dire, vous devez être conscient de vos investissements. C'est-à-dire que si tu achètes un DPE F, il n'y a pas de problème en soi. Mais par contre, c'est-à-dire que tu dois acheter avec un prix d'un DPE F. C'est-à-dire que là, bah, je vais tout simplement vous donner l'exemple de l'immeuble que l'agent m'a proposé. On est sur un DPE F, il me semble. Ou E. Je ne sais plus trop. On est sur un DPE pas dégueulasse, mais voilà. À refaire quand même. Non, c'est un DPE F, pardon. Donc un DPE bien dégueulasse. L'immeuble est affiché à 180 000. 180 000, ça reste quand même une jolie somme. Avec tous les travaux, leur remise en conformité, etc., etc., j'achète pas au-dessus de 150 000 de base. J'ai pas encore été visité, mais je sais que là, je vais pas acheter au-dessus de 150 000, sans aller visiter. Donc, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, je me suis déjà fixé 150 000. Ça veut dire que je n'irai pas au-dessus, clairement. Peu importe ce qui va se passer. C'est-à-dire que je vais aller visiter, je vois des trucs qui ne vont pas, ça va venir se rajouter déjà à ce que j'ai déjà prévu de faire. Et après, c'est négociation, peu importe. Ça, les amis, il y a quelque chose qu'il faut vraiment l'ancrer dans votre tête. Mais peu importe ce qui va se passer, si déjà tu sais que tu vas ne pas dépasser 150 000, peu importe ce qui se passe, que l'agent immobilier va te dire, oui, vous savez, écoutez, monsieur, ce que vous proposez, c'est insensé, etc. On s'en balèque, les amis, on s'en balèque. C'est pas vous, c'est pas elle qui va s'endetter sur un prêt à 150 000, 200 000 sur 20 ans. C'est pas elle qui va rembourser le prêt. C'est pas elle qui va se trimballer une mauvaise affaire sur les 10, 15, 20 ans futurs.
Elle est là pour vendre. Donc les amis, vous êtes responsables de vos investissements. Peu importe ce qui se passe, vous faites votre offre. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas, c'est tout. Si vous êtes fixé 150 000 et que le propriétaire te dit ouais, bah, écoutez, ah non, moi c'est 180, donc allez, 160. Non, non, non. Bloquez les amis. Stop. C'est pas grave. Des affaires, vous pourrez en faire. Ça vraiment, au début j'étais comme ça, hein. Je pensais que des affaires, c'était celle-là et puis j'en aurai plus d'autres. En fait, c'est faux, les amis. Des affaires, vous en aurez tout le temps. Il faut juste, voilà, il faut juste se donner les moyens, chercher, et puis un jour ou l'autre, vous trouverez. Effectivement, il y a des périodes où il y a un peu plus de bonnes affaires que d'autres. Mais c'est pas grave. Ne bafouez pas vos règles. Si vous achetez qu'avec du 10% net, n'achetez pas en dessous. Même s'il n'y a pas d'affaires à faire en ce moment. N'achetez pas en dessous. Parce que on n'achète pas juste pour se dire d'acheter. Non, on achète pour faire de l'argent sur les 5-10 prochaines années. Si ton bien ne répond pas à tes critères, ne t'endette pas pour rien. Surtout en cette période où lever de la dette va être de plus en plus compliqué, euh, on ne peut pas gâcher. Vraiment les amis, on ne peut pas gâcher. Si vous voulez vraiment avoir une bonne carrière en immobilier, faire quelque chose vraiment de faire du concret, quoi. Tu ne peux pas gaspiller des balles inutilement. Donc, vous êtes le seul maître de vos investissements. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ne bafouez pas vos règles. C'est pas parce que la négociation ne passe pas, etc. C'est tout. Laissez. Il y a quelqu'un. Moi, vraiment, les amis, j'ai fait, je ne sais pas combien d'offres. Je me suis pris de refus beaucoup. Je me suis pris beaucoup de refus. On m'a même dit des fois que c'était des offres indécentes. Je me souviens d'un bien qui était en vente sur une ville c'est une ville qui monte un peu. Et le bien était abusé. C'était une ruine. Il y a vraiment tout à refaire. C'était, je sais pas, il y avait 100 mètres carrés à peu près. C'était deux petites maisons de 45-50 mètres carrés. C'était affiché à plus de 100. C'est affiché à plus de 120 000, 130 000, je pense. Voire plus. J'en ai plus, ça remonte à un an. Et vraiment, je suis parti le visiter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Vraiment. Et je l'ai dit clairement, je lui ai dit, attendez, le prix, il est abusé. Il est abusé. Elle m'a dit, écoutez, oui, je sais, mais voilà, c'est les propriétaires qui ont dit, etc., etc. Bref, moi j'ai fait une offre. Parce que le bien m'intéressait, mais pas à ce prix-là. J'ai fait une offre massacrée. Massacrée. On est passé de 120 000, je crois, à 40 000. J'ai fait une offre à 40 000 balles. Mais c'était justifié. Je fais pas d'offre non plus. Ça passe ou ça casse. Les amis, à l'heure actuelle, bon, vous vous doutez bien qu'ils m'ont refusé. Les amis, à l'heure actuelle, le bien est encore en vente. Ça fait plus d'un an. Le bien est passé de 120 000 affichés à 70 000. Vous imaginez? Et le prix est déjà encore, le prix est encore surévalué, je pense. Mais voilà. Et puis c'est tout. Les gars m'ont relancé par l'agent. Ils m'ont dit, ouais, voilà, écoutez, c'est vrai que ils ont baissé, ils seraient quand même intéressés, etc. Non, c'est tout. Ils n'ont pas voulu, on revient pas dessus. C'est pas grave. Des affaires, vous en ferez d'autres, les amis. Et bah, ça n'a pas manqué, parce qu'après ça, bah, j'ai trouvé d'autres affaires. Et puis, euh, c'était pas celle-là, c'était une autre. Et puis voilà, c'est tout, tout simplement. Mais il faut juste respecter vos critères. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Basta. Point à la ligne. Bon, à force de parler tout seul dans mon petit bureau, j'ai un peu la gorge sèche. Je vais aller me prendre un grand verre de citronnade bien fraîche, avec la petite rondelle de citron, profiter un peu du soleil. Mais avant ça, les amis, je compte sur vous. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Je vous produis, les amis, toutes les semaines du contenu gratuit. Je le fais vraiment avec plaisir, mais j'aimerais quand même aussi un petit soutien de votre part. Donc n'hésitez pas, peu importe où vous êtes, vous pouvez le partager, faites-le connaître sur Instagram. En parlant de ça, vous pouvez me contacter aussi sur Instagram, Anthony, ANTHONY-du-bas, THRD. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, sur la chaîne Anthony Touchard. Voilà, faites connaître, faites grandir la communauté. Et puis, ça me touchera droit au cœur. Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao!